bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi méconnu que précieux, l'allaitement d'un bébé porteur de fente labiale. Alors une fente labiale ou palatine, qu'on retrouve aussi sous l'appellation peu délicate de bec de lièvre, c'est une malformation présente à la naissance. Au stade embryonnaire, il y a un défaut de soudure, c'est la malformation du visage la plus fréquente, une naissance sur 700. On trouve alors un trou plus ou moins important dans le palais, c'est la fente palatine, et où, dans la lèvre supérieure, là c'est la fente labiale. Dans ces conditions, il est difficile pour les bébés de faire le vide, puisque leur anatomie ne leur permet pas de créer une étanchéité autour du sein. Et donc, quand le diagnostic tombe pendant la grossesse ou à la naissance, de nombreuses questions surgissent. Est-ce que je vais pouvoir allaiter mon bébé ? Est-ce que mon bébé pourra téter ? Est-ce que ce sera douloureux ? Et surtout, est-ce que ce sera possible ? Dans cet épisode à 4 voix, on donne la parole à 2 femmes engagées et inspirantes. Une infirmière puéricultrice ayant le DULAM à l'hôpital Necker, spécialiste de l'accompagnement à l'allaitement en cas de fente. Et une maman qui a choisi contre vents et marées d'allaiter son bébé porteur d'une fente labiale. Ensemble, on va parler de réalité, de techniques, de doutes, de victoires et surtout de tout ce qu'on ne vous dit pas assez quand l'allaitement sort un peu des sentiers battus. Parce que oui, allaiter un bébé porteur de fente, c'est possible et ce n'est pas quelque chose que l'on doit affronter seul. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Eh bien, bonjour Marie-Camille, bonjour Aude. Donc Marie-Camille est l'infirmière puéricultrice de Necker et Aude, la maman de la petite Isor qui a une fente labiale mais qui va nous expliquer en détail par la suite. Et donc, présentez-vous. On peut commencer par Marie-Camille. Présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton métier, de ton parcours, de si tu as des enfants, si tu as allaité tes enfants, et donc de ta formation en tant que, dans l'allaitement pour accompagner les mamans allaitantes à Necker. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre accueil et d'aborder ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je suis infirmière puéricultrice, je suis titulaire du diplôme d'université en lactation humaine et allaitement maternel. Et en 2017, dans le service de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique du professeur Arnaud Picard, qui est labellisé Centre de référence des malformations de la face et de la cavité buccale, j'ai mis en place des groupes de soutien à l'allaitement en prénatal lors d'un diagnostic de fente. Je les propose en présentiel ou en distanciel, avec la participation d'une maman qui vient témoigner de son expérience. Et pour pouvoir accompagner tous les projets d'allaitement, prendre soin des nouveau-nés et de leurs parents, même en dehors d'un diagnostic de fente, j'ai aussi une petite activité libérale comme consultante périnatale. Et après, à titre personnel, je suis maman d'une petite fille qui a actuellement 19 mois et j'ai fait un allaitement mixte. Donc, j'ai connu le sein, le tire-lait et du mixte lait maternel et parfois lait artificiel. Et alors, bonjour Aude, présente-toi. Oui, bonjour, je m'appelle Aude. Donc moi, je suis la maman de 3 jeunes enfants qui ont 6 ans, 4 ans et 3 ans. Et notre aînée Isor est née avec une fente labio-palatine complète unilatérale. Donc en clair, son palais, sa gencive et sa lèvre supérieure étaient ouverts. Donc aujourd'hui, elle a 6 ans et je l'ai allaitée pendant 6 mois, principalement au sein, grâce à mon lait, et ensuite de temps en temps avec du lait industriel. Ok. Merci beaucoup de venir témoigner et merci Marie-Camille aussi de nous avoir proposé cet épisode et de venir raconter tout ce que tu fais parce que moi, pour ma part, c'est vraiment un truc où on m'a déjà demandé des accompagnements et je ne sais pas faire, j'oriente. Donc, c'est des particularités, je pense qu'il faut être spécialiste et c'est vraiment super qu'il y ait des personnes comme toi qui proposent ce genre de suivi. On va faire un peu de physio. Marie-Camille, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une fente ? Donc, on parle de labiale, palatine ou labiopalatine. Il y a différentes formes de fentes.
Donc la fente labiale atteint la lèvre supérieure et le seuil narinaire, et la fente labio-palatine atteint donc également la lèvre supérieure et le seuil narinaire, plus l'arcade alvéolaire ou gencive, le palais osseux et le voile musculaire du palais. Et la fente peut être unilatérale, que du côté droit ou que du côté de gauche, ou bilatérale, les deux côtés. Ok. Et on diagnostique ça quand? Est-ce que c'est en prénatal? Est-ce que c'est à la naissance? Alors, dans la majorité des cas, le diagnostic est réalisé en prénatal, lors de l'échographie du 2e trimestre. Dans certains cas, le diagnostic peut être fait plus tôt par échographie. Et dans d'autres cas, mais c'est quand même moins courant, il arrive qu'il n'y ait pas de diagnostic prénatal et la découverte de la fente se fait alors à la naissance. Okay. Et du coup, donc une fois que le bébé naît, quelles répercussions ça peut avoir sur l'alimentation? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, malgré l'ouverture liée à la fente, toutes les structures sont présentes. Okay. Il ne manque rien. Donc, les nouveau-nés à terme sont capables de téter et de déglutir comme tous les autres. Cependant, l'alimentation sera plus difficile lorsque le palais est atteint. En effet, le nouveau-né va devoir fournir plus d'énergie pour réaliser une dépression buccale qui lui permet d'effectuer une succion nutritive. Il aura donc tendance à se fatiguer plus rapidement et à s'endormir au lieu de se nourrir. Les difficultés sont surtout importantes dans les premiers jours de vie. Ensuite, plus il va grandir, grossir, plus il sera dynamique et il s'alimentera de mieux en mieux. Parce que du coup, c'est des bébés qui ont du mal à créer le vide, en fait, qui est nécessaire à attirer le lait, c'est ça? C'est ça, ils peuvent le faire, mais ça leur demande une énergie supplémentaire, donc ils se fatiguent beaucoup plus rapidement. Et puis, il peut aussi y avoir une répercussion un peu plus psychologique qui impacte l'alimentation, parce que la fente impressionne les parents et les professionnels de santé. Donc, il y a la peur de faire mal, la peur d'insérer la tétine du biberon dans la bouche, la peur d'installer au sein. Donc, ça peut aussi impacter l'alimentation. Et est-ce qu'on peut allaiter un bébé, du coup, quand on découvre qu'il a une fente labiale ou labiopalatine ou palatine? Alors oui, 1000 fois oui. Il est possible d'allaiter un nouveau-né avec une fente. Allaiter, ça signifie nourrir avec son lait. Là, si je vous dis allaitement, que vous fermez les yeux, je suis sûre que vous imaginez une maman qui a son bébé au sein, même très certainement installé en madone dans ses bras. Mais utiliser un tire-lait et un biberon, c'est également un allaitement. Donc, dans tous les cas, ce sera ainsi plus facile lorsque la maman est informée, soutenue et accompagnée dans son projet d'allaitement. Et ce sera possible quel que soit le type de fente. Si le bébé présente une fente palatine, là, l'allaitement au sein est compliqué, mais le tire-allaitement, du coup, est possible. Oui, exactement. Tout à fait. Et il y a quelque chose de très juste que tu as dit, c'est que allaiter, c'est nourrir de son lait. Et je pense que c'est bien de sensibiliser les mamans qui le découvrent pendant la grossesse. Il faut savoir que les enfants porteurs de fente sont plus à risque de développer des otites ou des troubles ORL. Et si on croise ça avec les données qu'on a sur l'allaitement, c'est que l'allaitement, ça protège. Enfin, en tout cas, les bébés sont moins à risque d'eux. Donc, quand on apprend que son bébé va être porteur de fente, ça peut être intéressant vraiment pour les soignants d'accompagner la maman et pour la maman de se renseigner sur l'allaitement ou le tire-allaitement pour vraiment essayer d'offrir cette protection supplémentaire à son bébé, comme tu l'as fait, Aude, je pense. Exactement. Et du coup, on en arrive à toi, Aude. Tu vas nous expliquer un petit peu ton vécu de maman de bébé porteur d'une fente. Donc là, raconte-nous un petit peu quand a été découvert la fente de ta fille, quelles ont été tes réactions, est-ce que tu t'es dit je vais pouvoir allaiter, pas allaiter, dis-nous tout. Alors, Isor, c'est notre premier enfant. Avec mon mari, on était hyper curieux de savoir si c'était une fille ou un garçon. Mais à l'écho des 3 mois, c'était vraiment impossible de savoir. La sage-femme nous a dit mais non, beaucoup trop tôt. Et donc du coup, je suis allée faire une autre échographie dans un cabinet en ville. Et là, on nous a dit que c'était une fille. Donc immense joie. Et un garçon, ça aurait été immense joie aussi. Mais on nous a également annoncé qu'il y avait un petit défect sur la lèvre supérieure. Alors sitôt, ça pouvait se résorber. Mais dans tous les cas, l'échographe nous a dit que c'est l'écho des 5 mois qui pourra nous en dire davantage. Et donc, à l'écho des 5 mois, à Necker, c'est là que j'ai été suivie pour la naissance, la grossesse et mon projet d'accouchement était là-bas. J'étais vraiment persuadée que ça aurait disparu. Et donc, du coup, on est allé très confiant avec mon mari.
Malheureusement, la fente a été confirmée. Alors là, ça a été quand même très difficile à accepter. Beaucoup de doutes, beaucoup de pleurs. Et en vrai, c'est un vrai deuil de l'enfant parfait qu'il faut faire à ce moment-là. Mais on a été tout de suite accompagnés par l'équipe de Necker et aussi par notre famille. Et donc au final, avec un peu de recul, je peux me dire que c'est quand même très relatif parce que c'est un problème mécanique et qui se répare aujourd'hui très bien. Les protocoles de chirurgie ont fait l'objet de nombreuses années de recherche. Et dans les faits, Isor aujourd'hui, elle va très bien et ça se voit à peine. En revanche, il nous a fallu accepter aussi que c'était pas comme une appendicite. On opère et hop, ciao, c'est fini. En fait, dans le cas des fentes, le suivi se fait pendant toute la durée de la croissance de l'enfant, notamment la croissance de son visage. Et ça implique une multitude de professionnels, donc la chirurgie, l'orthophonie, l'orthodontie. Voilà, donc l'hôpital Necker est devenu un peu notre seconde maison et on y a pris nos habitudes. Du coup, c'était ton premier bébé. Est-ce que avant de découvrir tout ça, est-ce que toi, tu t'étais projeté dans l'idée d'allaiter ou pas plus que ça? Qu'est-ce que tu te disais? Alors, depuis le début, avant même de savoir qu'Isor avait une fente, je souhaitais allaiter mes enfants. C'était ma conception de la maman de nourrisson. Et je pense qu'en tant que vraie maman poule, et encore plus pour cette petite fille à naître, qui allait avoir besoin d'encore plus d'attention et d'amour, je voulais vraiment le meilleur et j'ai décidé de conserver mon projet d'allaitement. Comme vous l'avez dit, d'autant plus que la première intervention chirurgicale arrive généralement très tôt, vers les 5 mois. Il ne faut pas qu'elle tombe malade. Elle a donc pu profiter des anticorps contenus dans mon lait pour être mieux protégée. En cela, je pense que ma volonté a été vraiment renforcée et m'a permis de tenir l'allaitement sur la longueur. Donc j'ai allaité Isor pendant 6 mois et paradoxalement beaucoup plus longtemps que les 2 autres enfants qui sont pas nés avec une fente. Ouais, bravo. Et du coup, quand on t'annonce ça, est-ce que toi, tu demandes de l'aide aux pros qui sont à Necker ou est-ce qu'on te propose un suivi par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à l'allaitement, après, j'imagine qu'il y a aussi la prise en charge de la totalité de tout, mais... Exactement. C'est vraiment une approche multiprofessionnelle. J'ai rencontré Marie-Camille à Necker lors d'ateliers qu'elle a organisés et de rencontres avec d'autres parents. Et elle m'a appris la technique, elle m'a beaucoup rassurée sur la capacité à nourrir, allaiter mon enfant. Elle m'a montré les bons gestes, notamment d'expression manuelle du colostrum ou du lait. C'était assez étrange de manipuler mes seins de cette manière-là, mais c'était vraiment très pratique. Elle m'a accompagnée également pour choisir le bon équipement pour allaiter Isor dès la naissance. Et tout ça, c'était avant l'accouchement, en fait. T'as vraiment une préparation. Ah, trop bien. Ah, tout à fait. Tout ça est intervenu vraiment avant la naissance. Tout était prêt pour son arrivée. Et lorsqu'Isor est né, donc naissance normale, c'est vrai qu'elle avait une petite bouche bizarre, hein, mais elle était quand même très très belle. Et j'ai pu la mettre au sein en mode câlin, un peu comme une tétée d'accueil. Et c'est vraiment grâce au mouvement appris qu'elle a pu boire ses toutes premières petites gouttes de colostrum. Est-ce que, donc raconte-moi un peu les premiers jours, donc la première mise au sein, donc c'était une tétée plutôt câlin et tu essayais d'extraire ton lait grâce à tes mains. Marie-Camille a été présente tout de suite pour te montrer les bons gestes en temps réel. Est-ce que tu as utilisé des outils spécifiques comme les bouts de sein, le dalle, un tire-lait? Enfin, dis-nous un peu. Oui, alors c'est vrai, Marie-Camille et toute l'équipe des infirmières puéricultrices ont été particulièrement présentes et aidantes. Elles m'ont montré les bons gestes, elles m'encourageaient, elles étaient vraiment à mon écoute et avec beaucoup de discrétion aussi. Et si je pensais bien faire et que j'avais le sentiment que ça convenait à Isor, bah, elles me laissaient quand même faire, même si c'est pas exactement comme ça qu'elles auraient fait. Donc Isor, je l'aurais dit, elle est née avec une fente labiopalatine. Mais malgré ça, j'ai pas eu besoin de DAL ou de bout de sein.
Je tirais mon lait avec un tire-lait manuel le premier jour et très vite ensuite avec un tire-lait électrique à double pompage pour vraiment stimuler la lactation. Enfin, il fallait vraiment mettre en route la production. Donc, je mettais le lait dans des biberons équipés de tétines tout à fait normales, mais assez molles. Et Isor se nourrissait très bien. Il fallait juste qu'elle mette toute la tétine dans sa bouche pour combler le vide. En fait, une fente forme une bouche vraiment très grande et il faut vraiment que l'enfant mette quasiment toute la tétine dans sa bouche. La psychologue de Necker que j'avais rencontrée avant la naissance appelle les enfants des bébés sourires parce que vraiment ils ont des bouches très grandes. Donc après, passer ces premiers jours, le rythme commence un peu à s'installer et voilà. Après, ça demande beaucoup d'organisation et il faut vraiment mettre en place une routine. Le tire-lait, c'est pas forcément inné. Pour tirer le lait, il faut vraiment penser à son bébé, il faut stimuler des émotions positives. Et puis surtout, il faut en avoir lorsque l'enfant a faim, parce que si on n'a pas tiré un peu de lait en avance, c'est vraiment la catastrophe. Oui, c'est une organisation logistique tout de même importante, mais il y a des mamans qui y arrivent et toi, j'ai l'impression que tu as bien réussi ta mission. C'est vrai, il faut vraiment anticiper les tétés, mais c'est pas si compliqué que ça. L'autre côté de la logistique auquel il faut penser, c'est la vaisselle. Imaginez la vaisselle du tire-lait et des biberons lorsqu'il y a 7 ou 8 tétés par jour. Donc c'est là que lorsqu'il y a un papa ou une maman ou une amie, c'est vraiment la meilleure aide qu'on puisse vous apporter dans ces moments-là. Parfois, je mettais également Isor au sein en début de tétée, en exprimant le lait manuellement grâce aux gestes appris pour lui permettre de boire un peu. Alors, c'est pas comme ça que j'allais vraiment pouvoir la nourrir entièrement, mais c'était vraiment un moment de pure tendresse. Elle blottie contre moi et moi l'impression pour une fois de ne pas être branchée sur la machine pour la nourrir. Donc évidemment, elle finissait sa tétée avec un biberon, mais c'était vraiment de bons moments et je m'en souviens encore. Et au niveau de ton entourage, ça avait été accueilli comment cette décision, ou même est-ce qu'il y avait des curiosités par rapport à ça, ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. J'ai eu la chance d'avoir un entourage très ouvert à l'allaitement. Et je pense qu'en raison de la fente d'Isor, on m'a encore plus encouragée. Je me suis sentie comprise et vraiment soutenue dans ma décision. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres, des douleurs, des découragements, des soucis de tir-allaitement, une pression éventuelle, par exemple, de ton entourage, même s'il avait l'air hyper étayant et bienveillant? Ah oui, il y a eu des moments difficiles, mais pas réellement de moments douloureux. En fait, tirer son lait ne fait pas spécialement mal parce que la machine, elle est plutôt bien adaptée. Et elle cause pas réellement de crevasses. En tout cas, beaucoup moins qu'un allaitement direct au sein que j'ai pu connaître avec mes 2 autres enfants. Je dirais la première chose difficile, c'était surtout de surmonter le sentiment d'être devenue une vache laitière. Alors de manière très imagée et en faisant beaucoup de raccourcis. C'était un peu la manière dont je me voyais. Alors je m'isolais pour tirer mon lait. La seconde chose qui a été difficile, c'était ma propre pression psychologique liée au fait d'être la seule responsable de l'alimentation et de la croissance d'Isor en choisissant de l'allaiter. Mais cette pression, elle retombe assez rapidement lorsqu'intervient la diversification, les premières purées, ou lorsqu'on s'autorise à rentrer dans une alimentation mixte entre le lait en poudre et le lait de maman. Voilà. Mais si je peux raconter une anecdote sur le pire moment de découragement que j'ai vécu, c'est lorsque mon mari, que j'aime énormément, a jeté à la poubelle toutes les réserves de lait que j'avais mises au frigo. En fait, lorsqu'il attend un peu, le lait maternel se sépare. La partie la plus crémeuse, qui est très grasse et très riche, elle monte, et la partie la plus liquide, presque translucide, se retrouve du coup en bas du récipient.
Et lui pensait que le lait n'était plus bon à donner, périmé. Et donc, il a tout jeté dans l'évier. Et là, j'étais tellement furieuse. Tous les efforts pour obtenir du lait, pour anticiper les besoins en lait d'Isor, jetés à la poubelle. Et je crois que là, vraiment, j'en ai pleuré. Ah oui, à la base. Ouais. Moi, quand les nounous, elles me disaient « Ah, j'ai jeté votre lait parce qu'elle n'a pas bu tout le biberon », j'étais là « Merci, mais alors toi, j'imagine pas dans l'état que tu devais être. » Ah oui, bon. Et qu'est-ce qui t'a porté dans ce projet d'allaitement, de tir-allaitement coûte que coûte j'imagine c'est pour protéger ta fille, pour pas qu'elle soit malade, mais est-ce que tu te disais une sorte de mantra pour tenir il y a des choses qui te faisaient avancer dans ce projet-là ou Je pense que ce qui m'a vraiment boosté, ce qui m'a porté et ce dont j'étais vraiment très fière, c'est d'avoir pu nourrir Isor jusqu'à sa première chirurgie. Elle était en bonne santé, elle n'a jamais eu un rhume ni une otite. C'était un objectif qui était particulièrement motivant et c'est vraiment ça qui m'a permis de tenir. J'étais fière également d'avoir pu être une maman allaitante, comme n'importe quelle autre maman, malgré la fente. Je crois que j'étais fière aussi de voir mon mari participer, parce qu'en fait, on peut pas mener ça à deux. Il faut être aidé. Il pouvait donner les biberons, il faisait la vaisselle du tire-lait. Vraiment, j'étais pas seule. Et puis surtout, j'étais fière de voir Isor se développer et grandir comme un bébé normal, quoi. Elle suivait sa courbe et tout allait très bien. Parfait. Elle est entrée en collectivité à quel âge ? Isor, elle est entrée à la crèche. Le Covid est arrivé après sa naissance. Donc, c'est vrai que j'ai pu la garder longtemps à la maison. Elle est rentrée en crèche, elle avait 1 an et demi. D'accord. Et toi, tu as repris le travail au bout d'1 an et demi, du coup, tu travaillais pas ? J'ai travaillé un peu pendant la période de Covid, et puis ensuite j'ai attendu mon 2e enfant et je suis repartie en congé maternité très rapidement. Les enfants sont assez rapprochés. On connaît. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux futures mamans dans la même situation qui découvrent en anténatale une fente chez leur bébé ? Alors sur le papier, allaiter un enfant porteur de fente, ça peut faire peur. Ça soulève surtout beaucoup de questions. Mais je dirais que ce sont des questions d'adultes et qu'il faut faire confiance à son enfant parce que lui saura faire, il saura s'alimenter avec l'aide qu'on va lui apporter parce qu'il n'a jamais rien connu d'autre que ça. De plus, je pense qu'il ne faut pas hésiter à redemander de l'aide aux infirmières puéricultrices qui sont spécialisées dans les fentes parce que leurs conseils sont vraiment précieux. Faut avoir conscience que tout peut changer. Donc, ce qui est compliqué à un moment devient facile et inversement, ce qui fonctionnait au début ne fonctionne plus au bout d'un moment. Donc, il faut trouver une nouvelle technique, peut-être mettre en place un nouveau dispositif ou juste adapter ce qui était déjà fait. Mais voilà, il faut vraiment aller demander de l'aide. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est qu'une maman heureuse et détendue, c'est le plus important pour son bébé parce qu'elle va transmettre son bien-être. Et donc, l'allaitement, même si c'est magnifique, il faut vraiment se dire que c'est pas une obligation. Et si ça procure de l'angoisse ou du stress, peut-être qu'il faut arrêter et se dire vraiment sans culpabiliser que tout le temps qu'on a pu allaiter son enfant, ça aurait été un vrai cadeau à son bébé. Même si ça a duré 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Après, on avait prévu des petites questions plutôt pour Marie-Camille. Il y a des choses qui ont été abordées finalement naturellement au fil de l'épisode, mais on va reprendre un petit peu. Donc déjà, Marie-Camille, est-ce que tu penses... Alors, on va parler plutôt d'allaitement au sein dans ce cadre-là, donc plutôt les fentes labiales. Est-ce qu'il y a des positions particulières qui peuvent peut-être faciliter la mise au sein dans ces cas-là ? Alors, lorsque la fente est uniquement labiale, l'alimentation au sein est alors possible dès la naissance. Et il n'y a pas de recette toute faite à appliquer à tous les nouveau-nés, je suis désolée. Il faut s'adapter, il faut prendre le temps, il faut essayer différentes positions avec la maman et le bébé. Et en effet, en fonction du côté de la fente, en fonction aussi des seins de la maman, il y a une position qui peut fonctionner d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, il faut rechercher une bonne occlusion des parties de la lèvre supérieure sur le mamelon pour que le bébé puisse téter efficacement.
Et cela, c'est également réalisable, que ce soit une fente labiale unilatérale ou bilatérale. D'accord. Et moi, j'avais en mémoire qu'on pouvait s'aider des fois de ses doigts pour essayer de faire une occlusion pour essayer d'avoir un vide. Est-ce que c'est vrai ou pas ? En vrai, il n'y a pas besoin d'embêter la maman ou le bébé. On peut laisser la fente, qu'elle soit peu large ou très large. Le bébé va venir placer les parties de sa lèvre supérieure sur le mamelon. Et il est tout à fait capable de téter sans qu'on place son doigt ou sans qu'on cherche un peu à scotcher pour fermer sa fente avec un sparadrap ou un stéristrip. Débrouille super bien tout seul. Le laisser libre de gérer, quoi. Ok. Est-ce qu'il existe des outils spécifiques pour pouvoir allaiter un bébé porteur d'une fente ? Dans le cadre de la fente labiopalatine, par exemple, lorsque la fente est labiopalatine, l'utilisation d'un DAL, dispositif d'aide à la lactation, est très intéressante parce que ça va permettre aux mamans d'avoir ce contact, cette mise au sein, comme s'il y avait une vraie tétée. Et puis surtout, c'est informer et former les mamans aux gestes d'expression manuelle du colostrum, parce que ça va leur permettre de donner leur colostrum directement à leur bébé en le plaçant au sein. Et ça va également contribuer à la mise en route de la lactation, favoriser la montée de lait. Après, pour un allaitement qu'on pourra donc qualifier de quasi exclusif, c'est un tire-lait électrique double pompage qui est vraiment le meilleur allié. Et la petite astuce, c'est de penser à bien avoir un soutien-gorge ou une brassière spécifique pour le tire-lait, pour avoir les 2 mains libres pendant la séance d'expression. Et juste, est-ce qu'il y a besoin de biberons spécifiques avec des tétines spécifiques pour nourrir un bébé porteur de fente ? Les tétines sur les biberons doivent être le plus souples possible et un peu longues, mais surtout pas spécifiques et ressembler à celles qu'on utilise pour nourrir les animaux. Une forme classique conviendra parfaitement en 2e âge ou 6 mois et plus en général, pour que le tube de la tétine soit un peu plus long et que le débit puisse être adapté à l'appétit et au rythme du nouveau-né. Certaines tétines en silicone sont très souples, d'autres beaucoup moins. Et il existe aussi des tétines en caoutchouc que l'on peut rendre encore plus molles en les faisant bouillir dans de l'eau chaude. Ok, parce que moi en pharmacie j'ai déjà eu les espèces de biberons hyper longs, je pense qu'ils ressemblent à des biberons pour nourrir des veaux, là c'est Special Need. Non, faut pas. Non, alors ouais, on les aime pas du tout. Je suis désolée pour la marque qui les commercialise parce que c'est sinon une très bonne marque. Et ces biberons-là, je trouve qu'ils stigmatisent. Et c'est du silicone, c'est un silicone qui est assez rigide. Et le principe, c'est de faire venir du lait dans le réservoir avant la tétine. Et après, c'est le parent qui appuie sur le réservoir pour gicler le lait dans la bouche de son bébé. Et donc, bien sûr, ça va fonctionner parce qu'en fait, le bébé se fait gaver. Mais je trouve ça vraiment très dommage parce que, comme je vous l'ai dit, le nouveau-né, il y a tout, il ne manque absolument rien. Et il est tout à fait en capacité de téter, de déglutir par lui-même. Donc, il faut le laisser faire, il faut lui permettre d'avoir cette succion nutritive, mais aussi quand même qui procure du plaisir pour le bébé qui a besoin de téter. Et puis ça contribue aussi au développement des muscles de son visage. Donc c'est plutôt tout bénéfique de le laisser téter plutôt que de le gaver. Surtout que le risque aussi, c'est que si ce bébé s'épuise et commence à s'endormir et que le parent n'est pas totalement vigilant parce que lui aussi peut fatiguer et un petit peu s'endormir et continue de gicler du lait dans la bouche de son bébé, il peut y avoir une fausse route parce que le bébé se retrouve très surpris par le lait qui arrive dans sa bouche alors que lui-même n'avait fait aucun effort de succion. Ok. Et du coup, toi, ce que tu proposes, donc on l'a dit, c'est à Necker. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres hôpitaux en France qui ont ce genre d'accompagnement pour les mamans, parce que c'est quand même une malformation qui est assez fréquente? Oui, il y a tout un réseau qui s'appelle donc le réseau MAFAS pour les malformations de la face et de la cavité buccale. Donc Necker est un centre de référence, mais il existe des centres de compétences un petit peu partout sur le territoire français et donc même en dehors de la métropole. Et dans ces centres de compétences, il y a des équipes multidisciplinaires et il y a des professionnels donc formés pour la fente et formés à l'accompagnement des familles pour l'alimentation dans le cadre d'un projet d'allaitement. Ok, trop bien. Merci de faire tout ça en tout cas. C'est des belles histoires. Et merci Aude de l'avoir raconté également. Là, on a des petites questions croisées entre vous deux. Est-ce que toi, Marie-Camille, tu es infirmière puéricultrice, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les pros de santé qui accompagnent ces familles ?
Je dirais, faites confiance aux incroyables compétences du nouveau-né et de ses parents et ne vous laissez surtout pas impressionner par la fente. Soutenez, accompagnez ces familles dans leur allaitement comme vous le feriez avec toutes les autres familles et prenez contact avec les centres labellisés du réseau MAFAS pour pouvoir les adresser dans des équipes multidisciplinaires et échanger avec des professionnels qui sont formés. Et il existe aussi l'association pour les porteurs de fente faciale et leurs parents, APFFP, pour que les familles se retrouvent entre parents, entre enfants et partagent ensemble autour de leur vécu et de leurs expériences. D'accord, trop bien. On mettra tous les liens Oui. en légende. Et Aude, qu'est-ce que tu dirais à une maman qui apprend que son bébé va être porteur de fente ? C'est un moment qui est difficile à vivre, c'est un vrai tsunami émotionnel et qui chamboule vraiment la relation à la grossesse et l'image qu'on se fait de l'allaitement. Mais mon conseil serait d'aller discuter avec une maman qui a vécu cette situation et qui est déjà passée par là. C'est rassurant d'avoir un miroir, de partager ses doutes et de pouvoir échanger à bâton rompu. Moi, ça m'a énormément aidée. Et si en plus, cette maman vous présente son enfant, alors ça, c'est un booster incroyable. Aujourd'hui, Isor, elle a 5 ans, c'est ça ? Tu disais qu'on ne voit quasiment plus rien. Aujourd'hui, elle a 6 ans et seuls les gens qui savent peuvent remarquer le très léger trait qu'elle a au-dessus de la bouche. Et tu as encore un suivi, du coup, tu disais orthophonie, orthodontie et tout, c'est jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce qu'elle accepte son visage. Donc la dernière petite question, mais qui vaut pour vous deux. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre ou savoir plus tôt concernant la fente palatine et l'allaitement ? Moi, ce que j'aurais aimé entendre, et du coup, ce que j'aimerais peut-être dire à une maman, c'est que vous êtes forte, vous y arriverez. Que allaiter un bébé avec une fente, c'est pas plus difficile que d'allaiter un bébé sans fente. Et qu'il faut bien se dire que votre bébé, il est encore plus fort que vous parce qu'il n'a pas nos limites, il n'a pas nos interrogations et nos craintes. Je pense qu'il y a autant de genres d'allaitement qu'il y a de mamans, de bébés, mais c'est chouette. Et quand en plus c'est des histoires qui se passent bien, ou même s'il y a des difficultés en route, d'avoir du positif et surtout que la maman réalise son allaitement et puis le termine et se dise waouh, c'était super et j'en garde un bon souvenir et c'était génial et si c'était à refaire je le referais et je vais me souvenir de ces moments-là toute ma vie, les garder précieusement au fond de mon cœur. Là, c'est vraiment le plus beau et nous en tant que professionnels de santé, c'est ce qui nous fait le plus chaud au cœur et se dire ouais, là je suis tellement heureuse pour cette maman, ce bébé et toute la famille parce qu'après c'est toute une dynamique familiale autour et quand tout le monde est heureux, ça fait plaisir. C'est clair. Et Aude l'a bien dit, des souvenirs qu'elle garde de peau à peau avec son bébé, c'est magnifique. Et vraiment, encore une fois, bravo, merci d'être venue témoigner. Je pense que ça peut donner beaucoup d'espoir à une maman qui découvrirait une déformation du visage pendant une grossesse. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. On parle là que de fente, mais il y a aussi des bébés qui sont hypotoniques où on a besoin d'accompagnement spécifique. Et voilà, vraiment, merci. C'est beau. Et voilà. Ouais, et merci à tous les professionnels de santé qui gravitent en réseau autour de ces familles, de ces projets d'allaitement pour réussir à bien tout ça. Parce que c'est vrai que je pense que c'est pas dans nos formations initiales et c'est des formations plus des formations plus des formations et du temps consacré à tout ça. Donc vraiment bravo Marie-Camille et toute ton équipe pour ce que tu fais. Et bravo à toi, Aude, et à ton mari. Et surtout bravo à Isor, cette championne. Si vous écoutez cet épisode en tant que future maman, jeune maman, pro de santé ou simple soutien, on espère qu'il vous aura apporté des réponses, de la force et surtout de la douceur. Merci infiniment à nos invités pour leur confiance, leur authenticité et leur éclairage si précieux. Comme toujours, on vous encourage à partager cet épisode autour de vous, notamment avec les familles concernées par une fente labiale ou avec les pros de santé qui les accompagnent. L'allaitement, ce n'est jamais un copier-coller, chaque histoire est unique, chaque parcours mérite d'être entendu, soutenu et respecté. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.